Bonjour à tous, je voudrais remercier tous les gens qui sont présents autour de cette table pour vous parler d'installation, des pièges à l'installation. Donc, on a Joël Lecoeur qui est dans un grand cabinet comptable qui gère énormément de pharmacies, donc il va pouvoir nous donner son point de vue. Et je remercie Joël d'être là. Cyril, on sait que ton temps est précieux, donc merci de nous avoir donné du temps pour parler de ton expérience. Et Maxime, président de la NEF aussi. Donc Cyril qui est président du 06, du l'USPE 06, et Maxime, président de la NEF, qui va lui aussi nous dire les craintes qu'il a et au contraire, quelle perspective il voit dans ces différents éléments qui peuvent permettre à de nouveaux installés, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas de nouveaux installés, d'embrasser la profession de titulaire et de venir rejoindre les rangs de l'USPO par la suite. Je vous laisse la parole. Donc, si vous voulez, le but, c'est dans ces webinaires, c'est de faire un temps d'échange de 30 minutes où chacun va parler et donner cette vision qu'il a de la chose. Et puis après, il y aura des questions-réponses. Bien évidemment, vous pouvez poser les questions. Laura est là pour les noter et puis après, les poser aux différents intervenants. Je pense que c'est important ce qui se passe et ce webinaire parce qu'il y a des pièges à éviter dans l'installation. Le but n'est pas de s'installer à tout prix, mais de s'installer bien. Et je pense qu'il y a des pièges à éviter parce que on a certaines lumières qui peuvent briller et puis attirer des titulaires, des futurs titulaires, mais qui sont un peu des lanternes et qui ne servent à rien, si ce n'est à nous mettre dans un problème après quand on veut travailler, quand on veut développer notre business et notre modèle de travail et notre métier de façon déontologique. Voilà, je vous laisse la parole. Dans l'ordre, c'est Joël qui commence, je crois. Je crois que c'était Maxime, mais sinon. Ah, c'est Maxime. Eh bien alors, Maxime, parfait. Oui. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette petite table ronde. Donc, on m'a donné la parole pour parler un peu du côté estudiantin de toutes ces problématiques. Déjà, je voulais parler des groupements qui essayent d'aller chercher les étudiants, des fois dès la sortie de nos études, pour nous proposer différents investissements et tous les risques que ça peut comprendre. Donc c'est vrai que on peut, pourquoi pas, trouver des investissements qui peuvent faciliter l'installation. Le problème est qu'il y ait pas mal de ou différents fonds d'investissement qui proposent justement de pouvoir faciliter l'installation, tout en, au final, on ajoute énormément de restrictions à cette installation. Donc déjà, il peut y avoir des taux d'intérêt qui soient bien plus élevés que certaines banques. Maxime, laisse-moi te couper. Est-ce que tu peux couper ta caméra? Tu as une bande passante qui n'est pas bonne du tout et tu es sans arrêt haché dans ton discours. Donc peut-être coupe la caméra pour que ce soit plus fluide, s'il te plaît. Alors maintenant, on ne t'entend plus. D'accord. Désolé. Est-ce que c'est mieux ici comme ça? Enfin, c'est mieux comme ça? C'est un peu mieux. On m'entend plus. Si, vas-y, c'est mieux. Alors. Ok. Bon, c'est bon? Ok. Donc j'en étais. Oui, déjà, certains taux d'intérêt qu'ils peuvent proposer peuvent être supérieurs, pour commencer, donc au taux d'intérêt qu'on peut trouver dans certaines banques ou un peu n'importe où. Donc c'est aussi la première attention qu'il va falloir prêter. Deuxièmement, il va aussi falloir faire attention aux petites lignes qu'il peut y avoir dans ces contrats. Très souvent, il y a des contrats qui peuvent proposer d'avoir donc une officine plus facilement, avoir justement ces taux de, comment dire, certains fonds d'investissement. Mais après avoir fini de rembourser justement ce prêt, garder uniquement 51% de l'officine. Donc avoir un groupement qui est actionnaire de son officine à hauteur de 49% ou certains autres pourcentages. Ce problème-là peut engager certaines pressions d'un groupement sur le pharmacien et perdre un peu l'identité du pharmacien avec sa propre officine. Donc soit avoir une officine qui soit entièrement rattachée à un groupement et où il ne peut pas avoir les décisions qu'il veut, ou alors uniquement ne pas pouvoir gérer comme il veut son officine, son équipe, etc., avec certaines pressions qui peuvent venir depuis ces groupements.
Donc, sur tous ces problèmes-là, on essaie d'alerter un peu les étudiants et faire en sorte qu'ils s'éduquent et qu'ils apprennent un peu à faire attention à tous ces risques. Donc, on a créé un guide qu'on remet à jour chaque année, donc c'est le guide d'installation de jeunes pharmaciens. Donc ça fait partie des 5 guides de la NEP où on va expliquer comment s'installer, donc de A à Z. On va parler de tout l'univers un petit peu de l'officine, on va parler donc aussi des syndicats, on va parler de l'ordre, on va parler des risques à l'installation, de comment s'installer, on va parler un peu aussi des rémunérations, de tout ce qui est côté réglementaire. Et aussi, on va donc alerter un petit peu sur comment s'installer sans risque. On prévoit aussi dans l'année de rédiger des fiches techniques des droits des étudiants, donc que ce soit quand ils travaillent pendant leur cursus ou aussi donc juste après quand ils doivent s'installer ou commencer à travailler en tant qu'adjoint, savoir leurs droits par rapport donc, soit à leur titulaire ou alors directement s'ils veulent s'installer. Le problème aussi qu'il peut y avoir dans ces contrats et dans ces propositions, c'est que ça va être beaucoup d'acteurs non pharmaciens. On va avoir des non pharmaciens qui seront plus côté économie, côté commerce, qui vont pouvoir un peu, comment dire, peu porter intérêt à la santé et au risque que ça peut porter pour le pharmacien, pour le système de soins, de se lancer sur ce genre d'investissement. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais introduire du côté étudiant et donc de toujours bien rappeler, de faire attention au contrat, de bien lire toutes les lignes et de faire attention avec qui on s'engage. Parfait, Maxime, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est clair dans tes propos, un peu moins dans la transmission, mais dans les propos, c'est parfaitement clair. Joël, je vous donne la parole. Oui, écoutez, je pense effectivement il y a une inquiétude des étudiants et on peut le comprendre. Bon, après, il faut un petit peu démystifier tout ça parce que je pense qu'effectivement, il y a essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, dans l'installation, effectivement, l'évolution du métier fait que aujourd'hui, on va dire que les pharmacies d'avenir sont une pharmacie d'une certaine taille en termes d'activité et de locaux adaptés. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a deux marchés de la transaction. Hein. Il y a le marché des petites pharmacies, il y a le marché des plus grosses pharmacies. Donc, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les petites pharmacies, est-ce que c'est des pharmacies d'avenir? Et je pense que ça, c'est une inquiétude auprès des jeunes étudiants, puisque effectivement la pratique courante était d'acheter une petite pharmacie, la détenir quelques années, la revendre pour acheter une moyenne, et puis finir par la pharmacie de ses rêves. Donc aujourd'hui, effectivement, ce schéma-là, il est un peu battu en brèche, compte tenu de l'économie ambiante de l'officine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous entendez dire qu'il faut entre 20 et 30% d'apport personnel, qu'une pharmacie d'avenir, c'est une pharmacie de moins de 2 millions. Donc effectivement, on peut comprendre que l'étudiant qui se dit j'ai pas 300, j'ai pas 400 000 euros en poche, eh bien je peux pas m'installer. Donc forcément, on essaye de trouver les solutions. Donc il faut un petit peu démystifier tout ça. Dans les aides à l'installation, on va dire, moi j'en vois à peu près trois aides. La première, elle existe depuis 30 ans. Hein, puisque c'est effectivement la participation d'un pharmacien inscrit à la section A ou d'une société qui exploite une pharmacie qui peut prendre une participation minoritaire dans la pharmacie du jeune titulaire. Et ce schéma-là, il fonctionne depuis 30 ans, puisque je vous rappelle que le décret d'application, c'est août 92. Alors c'est pareil, à l'époque, on avait aussi des craintes. Bon, finalement, ça se passe plutôt bien si les règles effectivement sont respectées. Je pense que le débat de fond, c'est surtout que le titulaire garde une indépendance professionnelle et une indépendance financière. Je crois que c'est la base effectivement de la profession. On l'a vu avec d'autres professions, on l'a vu avec les biologistes, on le voit aujourd'hui avec les vétérinaires, hein, puisqu'aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de cabinets vétérinaires qui sont en train de se vendre effectivement à des structures importantes. Bon, la pharmacie, c'est un contexte un petit peu particulier, puisque effectivement, on est à la fois commerçant, mais on est aussi professionnel de santé. Et effectivement, la difficulté, c'est qu'on fait à la fois du commerce et on est quand même une profession libérale. Donc forcément, ça peut attirer des appétits. Ce qui peut sauver la pharmacie, c'est qu'on a un taux de rentabilité moyen d'excédent brut d'exploitation
qui se situe entre 13 et 15%. Et effectivement, un investisseur qui effectivement investit veut un taux de retour sur investissement, tous les investisseurs, à peu près 10% par an. Donc, on peut penser que la pharmacie, parce que 10% par an, sachant qu'il faut rémunérer le titulaire, ça sera difficile à atteindre. Donc, on peut penser que le côté financier est assez limité. Donc, le premier investissement, c'est effectivement, le premier aide à l'installation, c'est l'ASEL avec le pharmacien titulaire. Et donc, on a les mêmes contraintes, encore une fois, d'indépendance. Donc, effectivement, le législateur a prévu les choses, puisque l'apport qui est fait, le titulaire doit être majoritaire en capital, 51%, et l'investisseur, 49%. Et il y a effectivement une limite qui est importante à mes yeux, qui est la limite du compte courant d'associé. Il faut savoir qu'un titulaire section A ne peut amener que 3 fois sa participation au capital et un investisseur une seule fois. Et donc, l'intérêt, c'est effectivement, on va dire, de rendre le pharmacien titulaire indépendant sur le plan financier, puisqu'un compte courant d'associé peut être remboursé à tout moment. Et là, par cette contrainte de limitation, on limite effectivement le risque financier. Et donc, pour contourner cet obstacle, on a vu arriver effectivement d'autres formes de financement, et notamment des emprunts obligataires. Donc les fonds, quand on parle des fonds, c'est un bien gros mot, puisqu'en réalité, ce ne sont que effectivement des partenaires de l'officine, que ce soit effectivement des grossistes répartiteurs, des groupements, qui sont appuyés de fonds financiers pour lever des capitaux et qui eux-mêmes vont prêter effectivement à la structure d'exploitation ou aux pharmaciens titulaires directement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, par le biais d'emprunt, on contourne l'obstacle du compte courant d'associé. Donc, effectivement, le risque, c'est que le pharmacien titulaire soit dépendant financièrement de l'investisseur. Et donc, effectivement, c'est un problème. Alors, l'emprunt obligataire, il y a des emprunts qui sont vertueux, il y en a d'autres qui le sont moins. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le capital est réservé exclusivement aux pharmaciens. Et donc, on a 2 types d'investissements. On a le prêt classique, donc le prêt qui sert à financer l'officine, l'emprunt bancaire. Vous avez certains grossistes répartiteurs ou certains groupements qui proposent un prêt bancaire complémentaire avec un partenaire financier, et ce prêt obligataire et son prêt classique, il est effectivement garanti, c'est-à-dire que le grossiste répartiteur ou le groupement se porte caution de ce crédit en cas effectivement de défaillance de l'emprunteur. Donc ça permet de lever effectivement un crédit vendeur complémentaire qui est remboursé suivant différentes modalités, mais l'idée c'est pas de rentrer dans tout ce détail. Et puis vous avez les emprunts obligataires, et donc le principe d'une obligation, c'est qu'une obligation, elle est pour une certaine durée d'échéance, et qu'à l'issue de cette durée, l'obligation a vocation à monter au capital. C'est le principe même de l'obligation à terme. Soit l'obligation, c'est une obligation simple, et alors elle est remboursée à l'issue du crédit, d'accord? Ou soit effectivement, c'est une obligation convertible, et à l'issue de cette échéance, cette obligation rentre au capital, et là effectivement certains acteurs visent sur l'ouverture du capital en pharmacie pour mettre la main effectivement sur le capital de l'officine. Donc voilà les 2 grandes tendances. Alors l'emprunt obligataire, il est simple, c'est un emprunt généralement qui va au-delà de la durée de l'emprunt classique, puisque dans le principe même, c'est qu'effectivement on va emprunter par un emprunt classique sur 12 ans. Donc c'est ce qu'on appelle la dette senior, et à l'issue du remboursement de la dette senior, il y a l'emprunt obligataire qui prend le relais par rapport au remboursement, d'accord, pour faire en sorte que, à terme, effectivement, l'emprunt obligataire soit versé. Donc ça, on va dire que c'est ce que j'appelle effectivement un montage vertueux, puisque effectivement, à l'issue de cet emprunt obligataire, le titulaire a 100% du capital. Ce qu'il faut simplement retenir, quel que soit le montage, c'est que cette aide à l'installation, ça sera un prêt d'une manière ou d'une autre qu'il faudra rembourser. Il faudra rembourser le pharmacien titulaire de la section A s'il participe au capital de l'ASEL. Il faudra rembourser l'emprunt obligataire à la sortie. Là où effectivement on peut avoir des montages un petit peu viciés, c'est les emprunts obligataires dits convertibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des emprunts obligataires qui, à l'issue, obligent effectivement à monter au capital, mais effectivement, si le capital n'est pas ouvert, ils ne pourront pas rentrer au capital. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a dans les contrats une prime de non-convertibilité. Et donc, il y a
un montant supplémentaire ajouté à l'emprunt obligataire, du fait qu'on ne peut pas effectivement monter au capital. Et donc, on se retrouve parfois devant un mur de dette, puisque effectivement, l'emprunt obligataire est majoré d'une prime de non-convertibilité. Et donc, ça peut poser des problèmes. Alors, les taux d'intérêt, il ne faut pas se focaliser sur le taux d'intérêt, parce que si on fait simple, un pharmacien titulaire inscrit à la section A qui participe au capital à 49%, au bout de 5 à 7 ans, il ressort, ne serait-ce que par le remboursement de l'emprunt, le taux d'intérêt, le TRI, le taux de rentabilité interne, est à peu près de 13% par an. Donc effectivement, un investisseur qui fait un prêt à 9%, à la limite, ça ne me choque pas, puisqu'on est même en dessous par rapport effectivement à un pharmacien qui participe au capital d'une structure. Là où effectivement c'est plus choquant, c'est quand on a à l'issue une prime de non-convertibilité qui effectivement vient encore surenchérir le montant des intérêts. Alors effectivement, pour les jeunes qui cherchent à s'installer, effectivement, soit on s'installe, soit on a les sommes pour s'installer tout seul, mais on n'a pas les sommes. Donc, je pense qu'effectivement, ces montages-là peuvent être intéressants. Encore une fois, il y a des montages vertueux, il y a des montages qui le sont un peu moins. Je pense notamment à la CAVP. La CAVP a créé un fonds obligataire pour aider effectivement les jeunes titulaires. Ce fonds il est réservé exclusivement aux primo-accédants, donc c'est vraiment pour aider. Et donc, vous avez les groupements qui proposent des boosters d'apport, vous avez les grossistes répartiteurs qui se portent caution de crédit bancaire. Donc aujourd'hui, effectivement, les jeunes titulaires ont la chance d'avoir tout un tas d'outils qui n'existaient pas il y a plus de 30 ans. Maintenant, effectivement, il faut être vigilant. Et aujourd'hui, effectivement, il faut se faire entourer, que ce soit d'experts comptables, d'avocats, pour surtout effectivement regarder tous ces contrats dans le détail, et puis surtout de savoir un petit peu la finalité à l'issue de tout ça, parce que effectivement, si c'est pour travailler dans l'officine et puis in fine se retrouver ultra minoritaire à l'issue, parce qu'effectivement il y a le dénouement financier de ces opérations, il faut être relativement vigilant. Bon, après, que ce soit les groupements, les grossistes répartiteurs, ils ont aussi le souci, mais comme tout à chacun, de renouveler leurs adhérents, donc forcément il faut trouver des solutions. Bon, encore une fois, la CAVP elle a le souci aussi d'avoir des cotisants, donc effectivement d'aider à l'installation, ça me semble une bonne chose. Et encore une fois, il faut démystifier un petit peu tout ça. Il faut effectivement aller dans le détail toutes les offres qui existent, et puis effectivement surtout de bien s'entourer quand ce type de montage est proposé. Donc voilà un petit peu mon propos. Sur effectivement le sujet. Alors l'idée c'était de pas faire une liste à l'après-vert de toutes les aides qui existent, parce que ça n'a aucun intérêt. C'était surtout effectivement, encore une fois, indépendance professionnelle et indépendance financière. Si effectivement on se pose les bonnes questions, on doit arriver à trouver des solutions d'installation pour vos jeunes confrères. Merci beaucoup, Joël. Bien sûr, on peut rappeler que tout le rôle et l'importance du cabinet comptable à ce moment-là pour lui soumettre le montage et que le comptable à ce moment-là puisse dire effectivement c'est vertueux, ça ne l'est pas, faites attention. Voilà, peut-être alerter en amont par le cabinet comptable le futur titulaire. Oui. Alors la difficulté qu'on peut rencontrer, Pierre-Olivier, dans ce type de montage, c'est que généralement il y a des clauses de confidentialité, de ne pas divulguer effectivement, mais bon, il faut aussi que les jeunes puissent s'entourer de leurs propres conseils, parce qu'effectivement souvent le montage il est fourni clé en main, et effectivement il n'y a pas trop le droit de regard et autres, mais bon, de toute façon avant de signer il est normal d'avoir les projets d'actes avant de signer quoi que ce soit, parce que bon, quand on s'installe, tout est beau au départ, parce qu'on c'est le rêve de l'installation, on peut le comprendre, mais effectivement il faut être vigilant sur la lecture des actes, et surtout ne pas hésiter à se faire accompagner d'un conseil indépendant par rapport effectivement au montage qui est proposé. Mais il faut pas les renier. Je pense qu'ils ont le mérite d'exister pour aider les jeunes à l'installation. Après, voilà, faut choisir, on va dire, les bons partenaires.
Et comme ça a été dit, mais d'être transparent avec son conseil et son cabinet conseil, c'est quand même important parce que c'est dur de conseiller bien les gens si on en dit que la moitié. Cyril, je sais que tu as un impératif de temps puisqu'après tu vas te battre pour les pharmaciens à la caisse. Donc, vas-y, à toi. Alors, moi, je vais être dans le pratico-pratique. Hop, attends, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, moi, je vais vraiment faire dans le pratico-pratique. Je suis président de l'USPO 06, je suis installé depuis 13 ans, mais je suis surtout le premier pharmacien à avoir signé avec un de ces groupes il y a 13 ans. Le groupe s'appelait Galien Développement. Galien Développement, à l'époque, quand ça a été présenté, c'était des pharmaciens qui avaient monté quelque chose comme ça pour aider de jeunes pharmaciens à s'installer. Le projet était séduisant parce qu'il était axé sur la santé. Et je rebondis sur ce que Joël a dit tout à l'heure. Un pharmacien, il a deux jambes. Un professionnel de santé, un commerçant. Et plus qu'au commerçant, je dirais chef d'entreprise. Si vous n'avez pas ces deux jambes-là, vous allez vous péter la gueule. Clairement. Si vous avez une jambe qui est hypertrophiée par rapport à l'autre, vous allez vous péter la gueule pareil. Si vous ne voulez être que professionnel de santé, notre métier n'est pas fait pour n'être que des professionnels de santé. Nous sommes des professionnels de santé, mais nous avons des entreprises à gérer, avec des impératifs, des réalités économiques, en termes de rentabilité, en termes d'emprunt, en termes de charges. Il y a un environnement qui est très complexe. Donc, si je reprends mon cas personnel par rapport à Galien, on pourrait se dire, ben oui, mais il est installé, il l'a fait, et maintenant il va nous dire que c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien parce que ça a été 5 ans de guerre pour arriver à en sortir, parce qu'il y avait le problème des obligations convertibles, avec ce mur de dette qu'il y avait derrière, avec des promesses qui n'étaient pas tenues, avec une ingérence de la part des groupements dans la gestion de l'officine. Mes conseils vont se résumer et vont être très simples. Un contrat que vous ne pouvez pas faire lire à votre avocat et à votre expert comptable, ne signez pas. C'est que les gens en face sont des voyous. Un expert comptable et un avocat sont des gens qui ont, à qui vous pouvez tout confier. Si vous ne pouvez pas leur confier leur contrat ou si une partie des contrats ne peut pas être lisible par vos conseils, c'est que les gens en face de vous ne sont pas honnêtes. Et j'assume totalement mes propos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des choses que l'on n'a pas le droit de vous imposer. Vous êtes libre de choisir vos conseils. On n'a pas à vous imposer un expert comptable. La personne qui va investir au travers de la pharmacie a le droit d'avoir certaines informations. À votre expert comptable de savoir quelles sont ces informations. Il n'a pas à connaître tout ce qui se passe dans l'officine. Ça, ce sont des points qui vont vous permettre de voir si la personne en face de vous est vertueuse ou pas. Parce qu'en effet, il y a des choses qui sont vertueuses. Mais quelqu'un qui va vouloir contrôler votre expert comptable, votre banque, votre grossiste, Non, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des choses qui sont cachées. Deuxièmement, veillez bien à ce que vous gardiez une indépendance sur les choix que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'investissement que les gens puissent faire au sein de votre officine, vous le payez 2 ou 3 fois. Exemple, certains groupements vont vous dire, vous venez chez moi, je t'aide à t'installer et tu vas chez le grossiste. Ok, la pharmacie va peut-être bénéficier de moins de remises chez le grossiste ou moins d'avantages. Pareil chez le génériqueur, pareil chez d'autres laboratoires. Pour moi, ce n'est pas vertueux. Qu'un investissement soit fait et soit rémunéré auprès d'un investisseur, c'est normal, c'est légitime, c'est vertueux. Qu'un investisseur vienne et ait la mainmise et le contrôle sur une officine, ce n'est pas vertueux pour un jeune qui veut s'installer. Je rebondis aussi sur le problème des chiffres d'affaires d'officine aujourd'hui. Aujourd'hui, l'officine est en pleine mue. Elle est en pleine mue sur beaucoup de choses, que ce soit les services, que ce soit les offres que l'on peut faire auprès des patients. Mais la pharmacie a toujours évolué. Je rappelle à ceux qui ne l'ont pas connu que certains pharmaciens faisaient des analyses directement au sein de l'officine avant qu'il y ait les laboratoires d'analyse médicale. Gilles Bonneforme, qui a été pendant longtemps président de l'USPO, sa pharmacie, il y avait encore, c'est une pharmacie historique qu'il avait à Montélimar, on pouvait amener ces analyses et faire ces analyses en pharmacie. Notre profession est résiliente.
on a l'habitude de s'adapter, on a l'habitude de faire les choses. Et ça, c'est notre plus grande force. Regardez avec la crise que l'on a passée, les tests antigéniques ont été proposés à toutes les professions. Ce sont les pharmaciens qui se sont organisés pour le faire. Certains diront par appât du gain, on n'était pas plus payés que les infirmiers ou que les médecins. Mais on était même moins payés, oui, Pierre-Olivier. Mais par contre, on a su le mettre en place parce que on a justement cette double casquette. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à tous les jeunes qui sont en pharmacie, c'est que ce métier est un métier qui est merveilleux à condition de le regarder pour ce qu'il est. Dans certains échanges que je peux avoir avec certains jeunes étudiants, j'ai une inquiétude, c'est que certains, j'ai presque l'impression qu'ils n'ont plus envie de se retrouver face à des patients, face à des gens qui viennent dans l'officine pour leur parler de leurs problèmes. Et aujourd'hui, si on veut s'installer avec ou sans aide, ben, si on n'a pas les patients à côté de nous, on ne pourra pas s'installer. Et je peux vous promettre que je peux donner des exemples chiffrés de petites pharmacies où ce sont un pharmacien ou un couple de pharmaciens qui sont installés et qui ont développé leur pharmacie, qui ont eu des croissances qui étaient extraordinaires. Mais pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient une vision de ce qu'ils voulaient faire de leur pharmacie. C'était pas juste un métier où ils embauchaient le lundi matin à 9 h et où ils terminaient le vendredi soir à 18 h avec de temps en temps, quand l'adjoint ne pouvait pas venir bosser le samedi matin. Ce sont des gens qui sont énormément investis, parce que ça, il ne faut pas le négliger non plus. Toutes les promesses qu'on peut vous faire quand on est chef d'entreprise, on est la variable d'ajustement chaque fois qu'il y a un problème dans l'officine. C'est une réalité. Et tout ce que les gens qui vous aident à vous installer pourront vous apporter, non, ils n'ont pas les mains dans le cambouis. C'est vous qui allez avoir les mains dans le moteur. Quand quelqu'un vous appelle le matin à 8h30, je suis malade, je ne peux pas venir, c'est vous qui allez devoir assumer une partie, le reste de l'équipe aussi, mais c'est vous qui allez devoir assumer une partie du travail qu'il y a en plus. Et ça va décaler sur ce que vous avez à faire d'autre en tant que chef d'entreprise. Donc attention aux promesses que peuvent vous faire les gens qui veulent vous aider à vous installer. Soyez très méfiants par rapport à ça, de ne pas payer ce qu'ils vont vous apporter en aide financière 3, 4 ou 5 fois. Il y a des gens qui sont honnêtes, mais il y a aussi des gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir mettre la main sur un lot d'officine. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète dans le développement de ces systèmes-là, c'est que c'est en train de faire augmenter le prix de vente des officines. Et en faisant augmenter le prix de vente des officines, en ayant en plus ce discours anxiogène de la part des grossistes, de la part des groupements, les petites pharmacies n'ont pas d'avenir. Ça fait que les jeunes se détournent de ces officines-là, qui sont rentables, qui peuvent être développées, qui peuvent développer d'autres services, pour se focaliser sur des officines de taille plus importante. Ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à une baisse du maillage, ça va aboutir à une baisse de la possibilité d'installation, et ça va aboutir à des prix de vente qui vont devenir tellement élevés que le législateur, dans 10, 15, 20 ans, n'aura d'autre choix que d'ouvrir le capital des pharmacies, puisque les individus n'auront plus la possibilité de s'installer. Quand on vous dit qu'une pharmacie n'est pas rentable, c'est faux, il n'y a pas de règle. Et Joël Lecoeur pourra vous le confirmer. Je connais des pharmacies qui aujourd'hui font 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui dégagent une rentabilité, c'est ça, c'est zéro, c'est rien. Je connais des pharmacies qui font moins d'1 million de chiffres et qui sont totalement rentables. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de tout un ensemble de choses. Si vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment compétent pour analyser un bilan, votre expert comptable, le vôtre, pas celui du groupement qui vous est conseillé, votre expert comptable, c'est votre conseil, c'est lui qui va vous indiquer quels sont les ratios à avoir. C'est lui, l'expert comptable, c'est la personne, surtout les premières années d'installation, que vous allez avoir au téléphone tous les mois. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que faut pas confondre trésorerie et BFR. Il y a tellement de choses à connaître. Nos études ne nous préparent pas à ça. Et ça me pousse vers un deuxième point, le rôle d'adjoint. Aujourd'hui, pour moi, le rôle d'adjoint, quelle que soit la façon dont votre contrat est signé, pour moi, le rôle d'adjoint, c'est un CDD avant de devenir titulaire. Choisissez vos officines en fonction de ce que vous allez faire dans l'officine et choisissez vos officines en fonction de ce que le titulaire en place va être capable de vous transmettre sur la gestion d'une officine. Parce que vous allez avoir des gens qui vont pouvoir vous apprendre au quotidien des choses. Nos études ne nous préparent pas à la gestion d'une entreprise.
C'est malheureux. Ça fait des années, lorsque j'étais, moi, à la fac de pharma à Marseille, j'ai essayé de faire changer les choses, mais c'est compliqué parce que c'est pas prévu dans les cursus. Mais il n'y a rien dans la gestion d'une entreprise. La première fois qu'on vous parle de BFR, la première fois, vous regardez, la première fois que vous regardez un bilan, ouais, ok, il y a des chiffres, il y en a beaucoup. Je plains la personne qui passe son temps à les remplir. Dites-vous que si vous n'êtes pas capable de comprendre un bilan, vous n'êtes pas capable de vous installer. Vous vous mettez à risque parce que vous dépendez totalement des gens qui sont autour. Donc, vraiment, entourez-vous de gens compétents. Ne regardez pas, prenez des comptables qui sont habitués à traiter avec des pharmacies. Ne prenez pas le comptable que connaît votre famille qui n'a aucune pharmacie dans son portefeuille. Notre exercice est particulier. Prenez des gens compétents pour vous conseiller. Ne prenez pas le même avocat que la partie d'en face quand vous vous installez, que ce soit le groupement ou autre. Prenez votre avocat. C'est lui qui va vous défendre. C'est lui qui va mouiller la chemise pour vous. Ne prenez pas, ne considérez pas que l'ordre n'est qu'un organe de contrôle. L'ordre est une aide. Vous pouvez solliciter l'ordre. Vous pouvez amener vos contrats à l'ordre. Et je peux vous promettre que un groupement qui vous donne un contrat en vous disant qu'il faut le montrer à personne, c'est un piège. Depuis plusieurs mois maintenant ou années, les contrats doivent automatiquement et totalement être transmis à l'ordre. Que vous signiez une clause de confidentialité, que votre comptable s'engage à ne pas divulguer les informations du contrat, c'est tout à fait légitime. Que l'on vous interdise de vous entourer de conseils compétents, c'est qu'il y a un piège. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent fonctionner et qui fonctionnent très bien, qui peuvent permettre à des jeunes motivés, ambitieux, qui ont une vraie vision du métier. Et quand je parle d'une vision du métier, c'est pas une vision économique. Je vous l'ai dit, 2 jambes, professionnel de santé et chef d'entreprise. Celui qui n'a qu'une vision de chef d'entreprise dans la pharmacie, croyez-moi, il y a beaucoup plus rentable dans d'autres secteurs. Monsieur Lecoeur pourra vous le dire, il ne fait pas que de la pharmacie. La pharmacie n'est pas le secteur d'activité le plus rentable. C'est un secteur qui est protégé, mais c'est loin d'être le secteur d'activité le plus rentable qui existe. Mais cette fibre entrepreneuriale, il faut l'avoir. Et c'est pas un gros mot en pharmacie de dire que nous sommes des entrepreneurs. Donc, j'invite tous les jeunes qui pourraient être amenés à avoir ces contrats-là à se comporter comme des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Un chef d'entreprise s'entoure de gens compétents. Plus vous entourez de gens compétents, plus compétents que vous sur des domaines que vous ne maîtrisez pas, plus vous serez en sécurité. N'hésitez pas à en parler avec vos syndicats, n'hésitez pas à en parler avec l'ordre, peu importe avec qui, mais parlez-en. Ne restez pas dans votre coin, ne signez pas quelque chose sans avoir eu toutes les infos qui peuvent venir autour. N'hésitez pas à solliciter les syndicats. Je réponds très régulièrement à beaucoup de pharmaciens qui m'interrogent par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Galien, et je réponds en toute franchise, oui, ça m'a permis de m'installer, parce que je n'aurais jamais eu les fonds pour m'installer seul, mais c'est un risque qui est très important. Les obligations convertibles, c'est un risque aujourd'hui que je ne prendrai plus. Il y a eu un moment donné où ça a été une bagarre qui a été importante, où les pharmaciens qui étaient là-dedans ont failli tout perdre. Et c'est parce qu'on a été en cohésion ensemble et que le groupe Galien ne voyait pas d'ouverture possible du capital que nous avons réussi à négocier notre sortie. Mais cette sortie-là, nous l'avons négociée en rachetant les prêts qu'ils nous avaient faits alors qu'on n'avait pas de promesses derrière, que rien n'était tenu. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cyril. Merci beaucoup. Et tu as bien fait de rappeler qu'il n'y avait pas forcément de règles sur la rentabilité des pharmacies. Le principal, c'est d'y trouver son plaisir dans son travail et que même en termes de rentabilité, des petites structures peuvent être très rentables et des plus grosses beaucoup moins. Tu l'as rappelé. Après, en termes de revente, je pense que Joël, quand il parlait, c'était plus aussi en termes de revente et d'attractivité, mais que ce soit une petite pharmacie en ville ou une petite pharmacie à la campagne, c'est plutôt le fait d'être en ville ou à la campagne qui va créer l'attractivité. C'est pas le fait que ce soit petit. Et puis, de toute façon, tant que vous vous éclatez dans votre métier et dans votre structure, j'allais dire, faites-le à fond parce que c'est bien ça le plus important. Mais de le faire en sécurité, c'est là aussi fondamental. Comme l'a dit Cyril, effectivement,
c'est l'environnement qui est primordial. C'est l'environnement de l'officine. Petite ou grande, il n'y a pas de problème. Après, c'est l'environnement. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a effectivement ce mirage des grosses officines. Mais bon, encore une fois, des très grosses officines. Hein, donc forcément, quand on fait 2000 m², c'est sûr que ce n'est pas le pharmacien traditionnel qui peut financer ce type de travaux. Donc forcément, ça ne peut être que dans des structures, on va dire, financières. Là n'est pas mon propos, hein, bien au contraire. Je pense que la pharmacie doit garder son indépendance. Hein, indépendance, sa complète indépendance. Encore une fois, c'est une profession libérale qui doit rester indépendant. Maintenant, on a le souci de renouveler une profession qui ne se renouvelle pas, c'est une profession qui se meurt. Donc là aussi, je profite du message pour faire passer les messages, hein, où il y a sûrement des choses à faire pour effectivement trouver des solutions pour ces petites officines qui ne trouvent pas preneur, parce qu'aujourd'hui, on se gargarise tous du maillage territorial, mais encore une fois, si il disparaît parce que ces officines n'arrivent pas à trouver preneur. Et puis, Cyril l'évoquait, le statut de l'adjoint, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui revoir le statut de l'adjoint. Et je pense que là, il y a des solutions, que ce soit en droit social. Et là, je pense qu'il faut que les syndicats prennent le problème à bras le corps. Parce qu'effectivement, les 35 heures pour un cadre, moi je suis désolé, mais en industrie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas non plus chez les experts comptables, ça n'existe que chez les pharmaciens d'officine. Et je pense effectivement, si on veut donner des responsabilités aux adjoints et les faire évoluer en rémunération, il faut vraiment faire évoluer le statut social de l'adjoint, et je pense qu'il y a des solutions. Il faut s'inspirer des autres professions libérales, hein, qui existent déjà. Il y a des solutions, et si on veut effectivement intéresser aussi les jeunes à l'installation, parce que au-delà de ça, effectivement, il y a des problèmes sociétaux par rapport à l'installation, parce qu'effectivement aujourd'hui, on n'assiste pas, on souhaite pas travailler 70 heures, on veut du confort dans l'exercice, on veut effectivement conserver la vie familiale, hein, avec la vie professionnelle. Donc c'est des contraintes légitimes, mais effectivement, si on est scotché 70 heures dans sa pharmacie, voilà, ça va pas répondre à la demande des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est l'association qui se développe, mais pour faire l'association, il faut partager le revenu, donc il faut quand même une taille suffisante pour que chacun puisse tirer son revenu, parce qu'effectivement, une pharmacie d'1 million d'euros, malheureusement, il n'y a pas moyen de rémunérer 2 titulaires. Donc, il faudra trouver des solutions. Et puis aussi, il y a le fait qu'aujourd'hui, dans les couples, on ne veut pas sacrifier la vie professionnelle de l'un ou de l'autre. Donc, il faut aussi concilier, puisque c'est un choix familial d'installation, il faut concilier. Et effectivement, on ne veut pas non plus s'éloigner trop des villes universitaires, parce que si le conjoint a un travail, il veut conserver son travail et il ne veut pas forcément aller à la campagne parce qu'il aura des difficultés à trouver un travail dans le secteur de l'officine. Donc, vous voyez que toutes ces contraintes-là, c'est pas forcément lié à la taille, c'est pas forcément, c'est aussi un mode de vie aujourd'hui, et je pense qu'il faut aussi que la profession réponde à ce mode de vie, et je pense qu'il y a plein de choses à innover pour effectivement attirer les jeunes à l'installation. Moi, j'en suis convaincu, hein, ma fille est pharmacien titulaire, hein, elle s'est installée à 30 ans. Bon, si je croyais pas au métier, je n'aurais pas fait faire pharmacie. Donc j'y crois, hein, quand mes clients me disaient, ah monsieur, les clients n'avaient pas le moral, hein, ils me disaient, ah vous avez laissé votre fille faire pharmacie, elle est en études de pharmacie. Je dis oui. Il me dit, ah ça va déjà mieux si mon expert comptable laisse la fille faire pharmacie. Alors je répondais sous la boutade, non, j'ai sacrifié ma fille pour vous remonter le moral. Merci, donc oui, il y a de l'avenir, et puis surtout, voilà, c'est un beau métier, l'officine, j'en suis convaincu. Merci Joël, merci pour tout. Je voulais aussi te remercier au nom du syndicat, outre ta participation, du boulot que tu fais avec ton groupe CGP, en nous sortant des statistiques tous les ans, ce qui nous permet de pouvoir anticiper certaines choses et pouvoir négocier avec l'assurance maladie, et pouvoir aussi porter de vrais chiffres. Et ça, c'est fondamental pour nous. Et je voulais que tous les gens qui étaient connectés soient témoins de ça, parce que le travail que fait le cabinet comptable est énorme pour chacun individuellement, mais pour la collectivité aussi, parce que ça nous aide énormément dans toutes les discussions qu'on a après à faire. Et tu es le premier à sortir tes statistiques de l'année. Donc, je voulais vraiment te remercier pour tout ça. Maintenant, on va passer à une série de questions. On a quelques questions qui ont été posées. Donc, c'est Laura qui va les poser. Et puis, en fonction du typologie de la question, la personne à qui c'est adressé répond. Alors, peut-être la première pour Maxime. Où est-ce qu'on peut trouver le guide d'installation de l'ANEF? Il est dans mon bureau.
pour ce guide de l'installation, C'est dans le nôtre aussi. déjà, on le distribue gratuitement à tous les étudiants, donc dans toutes les associations locales de chaque faculté. Voilà, c'est exactement ça. Dans toutes les associations locales de chaque faculté, il est disponible pour les étudiants. Et si les professionnels veulent pouvoir l'avoir, bah, vous pouvez envoyer un mail à contact@anef.org et on enverra donc un formulaire pour envoyer directement chez vous ce guide. Tu diras toujours que j'attends mon exemplaire dédicacé, hein. Alors, une deuxième question. Pas de problème. Combien de temps vous recommandez-vous pour d'exercice avant de devenir titulaire? Ça dépend de chaque personne, il n'y a pas de réponse. La courbe d'apprentissage de chaque personne va être totalement différente. Il y a des règles. Je répétais tout à l'heure qu'on avait 2 jambes. Ben, il faut être capable, quand on est adjoint, de tenir sur ces 2 jambes. Il faut être capable de tenir un comptoir, de répondre à toutes les questions et de pas toutes les 5 minutes aller demander conseil sur quelque chose. Donc, il faut être à l'aise au comptoir. C'est la première chose que l'on doit à ses patients. Et la deuxième, eh bien, il faut avoir un minimum de base en tant que chef d'entreprise. Donc, être capable de lire un bilan, les grandes lignes d'un bilan, le haut de bilan, le bas de bilan, qu'est-ce que c'est un passif, un BFR, des choses comme ça. Donc, sur ça, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui vont avoir une sensibilité sur cette partie du métier que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas pendant nos études, qui vont apprendre très vite. Il y en a d'autres qui auront besoin de 2-3 ans de plus. Mais j'ai connu des gens qui, à la sortie de la fac, étaient en capacité de s'installer parce que pendant leurs études, ben, ils ont bataillé avec des experts comptables et qui sont devenus relativement compétents sur la gestion d'une entreprise. Mais il n'y a vraiment pas de règle. Je rajouterais aussi que l'étudiant qui, dès la 4e, commence à travailler en officine, hein, les week-ends, les vacances scolaires et autres, eh bien forcément, il sera beaucoup plus apte à mûrir plus vite et à s'installer plus rapidement. Et donc, effectivement, il faut être curieux. C'est pareil, le stage de 6e année, il est primordial. Il faut vraiment que vous insistiez auprès de votre maître de stage de tout voir de l'officine, que vous ne soyez pas simplement un super vendeur au comptoir. Il faut vraiment demander à voir la comptabilité, il faut demander les achats, etc. Il faut qu'à la fin de vos 6 mois de stage, vous ayez acquis ou vous ayez connaissance de tout l'à côté de travail de titulaire. Et c'est ça le stage de 6e année. Hein. Et donc surtout, soyez curieux pendant ce stage de 6e année. Il faut demander. Moi, je sais que mes clients font participer leurs stagiaires au rendez-vous de bilan. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois où effectivement de participer pour comprendre effectivement ce qu'est qu'un bilan, toute décision de gestion que vous allez prendre va avoir un impact direct sur le bilan de votre pharmacie. Donc tout ça, c'est hyper important et soyez curieux. Et puis là aussi, beaucoup de jeunes qu'on installe font beaucoup de remplacements pour effectivement voir la typologie d'officine où ils se sentent le mieux. Est-ce que c'est du rural? Est-ce que c'est du centre-ville, etc. En fonction de la personnalité aussi, on va peut-être aller dans une pharmacie où on ne va pas y aller à reculons. C'est-à-dire qu'il faut s'y sentir bien quand on achète une pharmacie. Hein, parce que vous allez y passer un certain nombre d'années, vous allez emprunter sur 12 ans. Donc vous allez en prendre pour 12 ans. Alors il n'y a pas de barreau aux fenêtres, mais si demain vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans votre officine et que ça ne correspond pas à vos attentes ou à votre personnalité, là ça sera une erreur. Hein. Je dirais qu'il y a le côté financier, il y a tout le côté, il y a tout le côté psychologique qui est hyper important dans l'installation. Alors il y a des jeunes qui, à peine sortis de la fac, moi j'ai installé des jeunes qui n'avaient pas encore la thèse. Hein. La thèse était une condition suspensive pour avoir l'officine parce qu'ils étaient prêts. Et puis, ben, à l'inverse, on en a d'autres qui, effectivement, mettent 10 ou 15 ans avant d'acquérir une officine. Alors, j'allais dire, faut pas attendre trop longtemps non plus parce que vous verrez que l'apport personnel, c'est un faux débat. C'est un faux débat, l'apport personnel. Si on arrive à faire des choses avec un apport limité, en s'entourant correctement, hein, encore une fois, comme le disait Cyril, pas effectivement répondre trop aux sirènes, hein, parce que quand on vous propose des trucs trop beaux, hein, c'est comme un placement financier. Hein, quand on vous donne un taux d'intérêt très fort, c'est que ça cache quelque chose. Donc, faites attention aux sirènes, hein, mais soyez réalistes et il n'y aura pas de problème pour l'installation. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle.
C'est vous qui devez sentir si vous êtes mûr ou pas à l'installation. Et puis, vous apprendrez aussi sur le tas, hein, comme on a tous fait. Nous, experts comptables, on n'a pas non plus de notion de management. Et ben, on apprend sur le tas le management. Je crois qu'aujourd'hui, le management, c'est un point crucial dans le rôle du chef d'entreprise. C'est un temps énorme à y passer. C'est hyper important, mais on n'est pas formé non plus. Donc, on apprend aussi sur le tas. Alors, on va passer à d'autres. Alors, il y a des questions qui sont posées auxquelles on a déjà répondu, donc on ne va pas perdre du temps parce que je sais que Cyril est très contraint dans le temps et puis d'autres personnes aussi. Donc, tout ce qui était participation des grossistes, de la CAVP, etc., on a déjà répondu dans le cours du webinaire. Donc, comme il sera en replay, vous aurez les réponses. Et puis, on va encore vous poser quelques petites questions en essayant d'avoir des réponses courtes, s'il vous plaît, pour qu'on essaye de répondre au maximum de questions. Alors, une autre question, c'est quel statut de société serait à privilégier donc, pour l'acquisition et la création d'officines, comme SARL, SCI? Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients vis-à-vis des fonds privés? Est-ce qu'il faut la réponse, elle est facile. C'est pas le choix de la structure, c'est le choix du régime fiscal. Aujourd'hui, vous avez deux régimes fiscaux qui existent. C'est l'impôt sur le revenu ou c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, je vais vous dire, il n'y a pas 36 solutions parce que quand on emprunte, elle est ne serait-ce qu'1 million d'euros hein, pour une pharmacie moyenne, petite, hein, eh bien, c'est l'impôt sur les sociétés qui privilégie. Donc, là, il n'y a même plus de questions à se poser. C'est l'impôt sur les sociétés. Donc, peu importe, ça peut être une SARL, ça peut être une URL avec une option IS, ça peut être une CELAR, ça peut être une CELAS, mais surtout, impôt sur les sociétés, aujourd'hui, c'est la seule façon d'être en capacité de rembourser un emprunt sans se sourciller ou sans contrainte fiscale et sociale. Donc, impôt sur les sociétés. On a posé la question aussi, Joël, du rôle et de l'avantage ou des inconvénients des SPFPL. Alors, SPFPL, c'est un super outil parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez les pharmaciens qui sont passés en société ont démarré il y a 30 ans. Hein, je disais tout à l'heure la SEL. Donc, ces gens qui revendent la pharmacie vont plutôt vendre des parts sociales qu'un fonds de commerce. Et donc, pour acheter des parts sociales, on a cet outil de SPFPL. C'est simplement une société holding qui permet de racheter des parts et ce qui évite justement le frottement fiscal de la fiscalité. En rachetant les parts par le biais d'une SPFPL, c'est-à-dire que les dividendes qui vont être remontés de la pharmacie vers la SPFPL seront en franchise d'impôt, donc ce qui facilite grandement le remboursement. Et l'intérêt des parts sociales, c'est que les droits d'enregistrement sont réduits par rapport à une acquisition de fonds de commerce, puisque quand on rachète des parts sociales, on rachète un actif net, c'est-à-dire la différence entre un fonds de commerce et son endettement. Et donc, ce qui peut aussi, en première installation, faciliter les acquisitions avec effectivement des gains fiscaux à l'acquisition. Alors, une autre question aussi, à partir de quel chiffre d'affaires une association peut être envisagée? J'allais dire un peu le seuil de l'adjoint, hein, puisque vous savez que pour effectivement, vous avez l'obligation d'avoir un adjoint au-delà d'1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on peut considérer qu'à partir d'1,3 million d'euros de chiffre d'affaires, on peut travailler à deux sur une officine. Je suis désolé aussi, le mouvement, ça va dépendre de la rentabilité de l'officine. C'est ça. Oui. Je suis désolé de vous abandonner. J'aurais vraiment pouvoir rester un petit peu plus. Mais malheureusement, j'ai de la route pour aller voir nos amis de la CPM. Allez, affûte tes fourches, on y va. Rassure-toi, elles sont affûtées. Une autre question, Laura? Oui, selon vous, quel est le taux qui reste raisonnable? Un taux d'intérêt raisonnable. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un emprunt bancaire? Par rapport à… Alors, oui. Les emprunts, alors effectivement, on a eu une période où les taux d'intérêt étaient anormalement bas. Hein. Les acquisitions qu'on faisait il y a 6 mois, on était à 0,5% de taux d'intérêt. Donc, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, sur des acquisitions aujourd'hui, on est sur un taux d'intérêt à peu près de 3%. Donc, 3%, ça reste raisonnable. Il ne faut pas oublier que quand on passe de 0,5 à 3%, le différentiel de taux et le différentiel de remboursement, ça représente à peu près 10% du prix payé. Donc, ça veut dire que là aussi, imaginons que j'ai emprunté 1,5 million à 0,5. Aujourd'hui, pour avoir la même échéance d'emprunt à 3%, c'est 1,350 million. Donc, j'ai 150 000 euros d'écart. Donc, ça veut dire que effectivement, j'ai un renchérissement de 10 points. Alors, forcément, ce qu'il faut espérer,
c'est que les prix de cession en tiennent compte. Hein. Je pense qu'on va aller dans les mois qui viennent à une réduction des prix de cession parce qu'effectivement, ou sinon, il faudra augmenter l'apport personnel et on aura effectivement la problématique. Donc 3% aujourd'hui, c'est à peu près les taux d'intérêt qu'on rencontre pour un emprunt bancaire. On nous pose une question de connaître le pourcentage raisonnable d'acheter, mais peut-être aujourd'hui de ne pas orienter sur le pourcentage de chiffre d'affaires, mais plutôt sur un EBE. Enfin, voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, si vous voulez, on n'achète plus les pharmacies par rapport à un chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que dans la composition du chiffre d'affaires, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà la rémunération qui a changé depuis 2015, hein, puisque effectivement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est passé à l'honoraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'honoraire est supérieur à la marge commerciale sur le médicament remboursable. Et puis d'autre part, on a tous les médicaments qui sortent de la réserve hospitalière et le poids des médicaments chers est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, 30% du chiffre d'affaires A210 est réalisé avec des médicaments chers qui dépassent 150 € en prix fabricant hors taxe. Et sur ces médicaments-là, chers, on a à peu près 5% de marge. Donc effectivement, si on raisonne en chiffre d'affaires, on a une problématique, puisque si je fais simple, j'achète une pharmacie 100, j'ai effectivement les médicaments chers, j'ai 5% de marge, mais mon remboursement d'emprunt sera de 10. Donc comment je rembourse 10 avec 5 de marge? Et j'ai pas payé mon personnel. Donc aujourd'hui, on va raisonner par rapport à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, et on va retraiter l'EBE. Et nous, au sein de CGP, on prône depuis une quinzaine d'années le fait de dire, on raisonne par rapport à un EBE, déduction faite de la rémunération du pharmacien titulaire. Parce qu'aujourd'hui, quand j'achète une pharmacie, j'achète d'abord un outil de travail et j'achète un outil de travail pour en vivre. Et après, je rembourse le capital. Et donc, il faut avoir cette notion-là, c'est-à-dire, je sors d'études, combien je vaux en termes de rémunération. Et j'allais dire, effectivement, c'est parce qu'on est titulaire, qu'on capitalise sur un emprunt, qu'on va effectivement gagner moins qu'un adjoint coefficient. Donc, à mon avis, c'est un minimum de rémunération. Donc, surtout, on raisonne par rapport à l'EBE. Et l'EBE retraité de la rémunération du titulaire. Donc, faites attention parce qu'il y a différentes méthodes de valorisation par rapport à l'EBE, surtout toujours l'EBE après rémunération du titulaire. J'achète un outil de travail pour en vivre. Merci beaucoup. Alors, une autre question, quels sont les documents comptables à se procurer pour une acquisition? Donc, bilan, compte de résultat. Est-ce que tous les actes de service sont tout à fait. Donc pour étudier une officine, c'est effectivement les 2 derniers bilans dans leur détail, avec les soldes intermédiaires de gestion hein, qui sont importants. C'est effectivement les contrats de travail et les derniers bulletins de salaire. J'aime bien aussi avoir les bulletins de salaire de décembre de l'année qui précède. Ça permet de voir s'il y a des primes, etc. Le bail commercial, il faut récupérer le bail commercial, ça c'est un élément important, hein, puisque c'est grâce au bail commercial que vous pouvez exercer dans le local, donc il faut regarder les contraintes. Donc ça c'est si vous achetez effectivement un fonds de commerce. Il faut aussi analyser le chiffre d'affaires en détail. Donc là, avec le LGO, donc le logiciel de gestion officinale, il y a plein d'éléments à aller chercher. Les médicaments chers, regardez l'analyse du chiffre d'affaires par taux de TVA, regardez l'analyse du chiffre d'affaires s'il y a des collectivités, EHPAD ou autres. Donc il faut vraiment avoir un œil critique sur l'activité de l'officine. Et puis, si on achète des parts sociales, il faut avoir connaissance de tout l'historique de la société. Donc là, il faudra rajouter les statuts de la société, les derniers PV d'assemblée générale, etc. Les contrats de prêt, parce que vous reprendrez les contrats d'emprunt, hein, donc il faudra récupérer les contrats de prêt auprès de la banque. Donc là, ça mérite un audit très particulier. Donc voilà un petit peu les éléments nécessaires pour faire une étude. Et ce que je dis généralement aux jeunes qui viennent me voir, même si le dossier n'est pas parfait, commencez à étudier. Parce que plus vous allez vous familiariser avec les chiffres, avec les bilans, même si vous n'allez pas donner suite au projet, ce n'est pas du temps de perdu. Parce que le jour où la bonne officine se présente, malheureusement, il faudra se décider très vite. Et donc, si vous avez déjà acquis de l'expérience pour étudier différents dossiers, même si c'est pas parfait, même si c'est pas grave, c'est pas du temps perdu, c'est pas grave, on passera 2 heures ensemble, mais pour vous, ça sera un investissement pour la suite. Et quand il faudra, vous aurez trouvé la bonne officine, parfois il faudra se positionner vite parce qu'effectivement il y a de la concurrence hein, sur certaines pharmacies. Et bien au moins vous serez prêt et vous pourrez prendre la décision en connaissance de cause en allant assez vite dans la décision d'acquérir. Voilà. Finalement, anticiper, c'est notre pain quotidien, tant au niveau du syndicat qu'au niveau de la profession. Laura ?
Une dernière question pour vous libérer dans les temps. Alors, mis à part l'expertise comptable, sur quelle autre structure ou professionnelle il est nécessaire de s'appuyer lors d'une acquisition? Alors, si vous voulez, c'est un peu comme un achat immobilier. Parfois, il y a des agences, hein, il y a des agences immobilières pour acheter un bien immobilier. Ben là, c'est un petit peu pareil pour la pharmacie. Aujourd'hui, vous avez des agences de transactions, hein, de négociation. Donc là aussi, ils sont là pour mettre en relation vendeurs et acquéreurs. Donc effectivement, ils peuvent vous proposer leurs services, très bien, mais toujours avoir le réflexe de prendre un expert comptable indépendant pour avoir le point de vue d'un expert comptable. Et puis c'est pareil pour le juriste, que ça soit avocat ou notaire, il faut se tourner vers des gens qui sont spécialisés, qui connaissent bien la pharmacie. Il y a des particularités, hein. Il y a tout le code de santé publique qu'il faut appréhender. Donc, vous avez des avocats qui sont spécialisés en région. Vous avez aussi un réseau, hein, de notaires qui s'appelle Pharmétudes, hein, qui effectivement travaille exclusivement pour les pharmaciens. Donc, surtout, il faut bien s'entourer de professionnels qui connaissent bien l'officine. Les grossistes aussi ont des conseillers en gestion qui peuvent aussi vous aider dans l'installation. Et puis, ce qui est important, surtout, c'est bien d'analyser l'environnement de l'officine. La clé, elle est au niveau de l'environnement de l'officine, de se dire, est-ce que effectivement, si je rachète cette pharmacie-là, est-ce que j'ai des perspectives d'évolution? Est-ce que j'ai des perspectives à long terme? Puisqu'encore une fois, vous allez emprunter sur 12 ans, donc il faut s'assurer que l'activité pourra encore exister dans 12 ans. Donc, il y a quelques précautions à prendre, mais entourez-vous de professionnels spécialisés, c'est hyper important. Merci beaucoup. Alors, on a une question là qui arrive qui est un petit peu plus déroutante. Est-ce qu'un investisseur peut travailler de temps en temps dans l'officine, dans l'officine dans laquelle il a fait une participation? Alors, oui. à mon avis, non. Voilà, moi je pense que c'est pas possible. Déjà, il faut être inscrit à l'ordre. Et l'ordre fixe l'endroit où l'on travaille. Donc, si l'investisseur ne travaille pas dans la pharmacie, il n'est de fait pas inscrit à l'ordre et il ne peut pas y travailler. Ou alors, il faut qu'il s'y inscrive et dise, bah, maintenant, je ne suis pas qu'un investisseur, je suis aussi dans la pharmacie. Voilà, je pense qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il y a la règle de l'indépendance. Donc, le diplôme, il est inscrit à une officine. Et effectivement, si mon diplôme est inscrit à la section A, dans une officine, je ne peux pas aller travailler dans l'officine B dans laquelle j'ai pris une participation. Et encore une fois, il faut que celui qui exploite, il soit complètement indépendant. J'ai l'habitude de dire aux investisseurs, aux clients investisseurs qu'on a dans notre clientèle, c'est pas parce que vous avez des actions Michelin que tous les matins vous allez à l'usine à Clermont-Ferrand pour voir ce qui se passe. Là, c'est exactement la même chose. Le pharmacien qui investit, il n'a pas à s'immiscer entre guillemets dans la gestion. Alors après, qu'il y ait des règles pour effectivement essayer de limiter, on va dire, pas les pouvoirs du gérant, mais limiter où des choses doivent être concertées, hein, des investissements, c'est logique parce qu'effectivement l'investisseur il a mis de l'argent sur la table, il est en droit aussi il prend un risque aussi, donc il faut aussi essayer donc c'est dans le cadre effectivement d'un règlement intérieur qui là aussi est déposé à l'ordre, qui va fixer les règles entre le pharmacien titulaire qui exploite et l'investisseur, mais l'investisseur, il n'a pas à travailler. Alors après que effectivement, il y a des partages d'expérience qui soient faits, très bien, mais en dehors de l'officine, c'est-à-dire que l'investisseur ne peut pas du tout travailler au comptoir de l'officine, ça c'est strictement interdit, hein, puisque son diplôme est engagé par ailleurs. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci Laura pour nous avoir retranscrit les questions. Maxime, merci de nous avoir donné du temps sur ton temps familial. Joël, merci beaucoup. Merci pour tout aujourd'hui, mais aussi tout ce que tu fais pour la profession et comment tu le fais. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Et puis, bonne fin de journée, bonne fête de fin d'année à tous si on ne se revoit pas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne fête à tous également. Merci à vous aussi. Au revoir.